Ok, je vais maintenant recommencer le cours après la pause. Je vais d'abord répondre aux questions. Donc, il y a une question, pourquoi ne pas compter les différentes références existantes? Par exemple, si une variable sur la pile fait une référence à quelque chose, pour cette chose-là, on peut voir qu'il y a une référence qui vient. Et si on enlève ça, ça devient 0. Donc, s'il y a deux références vers un truc, on peut compter 2. Et si on enlève une référence, il y en a toujours une. Si on enlève deuxième, ça devient 0. Et quand ça devient 0, on peut le récupérer. Ça s'appelle Reference Counting Garbage Collection. Garbage Collection par comptage de références. Ça marche partiellement. Le problème avec ça, c'est que quand il y a des références circulaires, quand il y a un cycle, et dans les graphes, par exemple, il y a souvent des cycles. Quand il y a un cycle entre deux objets, il y aura toujours une référence, même si les deux sont inactifs. Donc le reference counting ne va pas tout récupérer, mais, ceci dit, ça reste une manière pas chère pour faire une partie du travail du garbage collection, même si on peut garder encore quelques fuites mémoire là-dedans. Donc, reference counting, il y a des systèmes bon marché qui tournent sur de petits ordinateurs, parfois qui utilisent ça parce que c'est très efficace, mais il faut faire attention quand on a des structures cycliques. Hein? Donc, la question, c'est les références nettoyées lorsque le compteur tombe à 0. Donc, quand il n'y a plus de références vers une variable, on récupère totalement, sauf que quand il y a un cycle, les références ne tombera jamais à 0. Ok, il y a une question avec Kiriko découvre Oz, ça c'est bien. Une question, quand aurons-nous les points de l'interro? Ça, c'est garanti cette semaine. J'ai déjà tout corrigé sur Gradescope, mais je dois regarder, vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Donc la correction, donc c'est presque corrigé. Voilà pour l'interro. Donc en principe, vous l'aurez cette semaine. Je dois juste rapidement vérifier que je n'ai pas fait d'erreur dans la correction. Ok, on va continuer. Je vais dire encore quelques petits mots sur le garbage collection et après on va continuer le cours. Donc l'algorithme de garbage collection. Donc je vais maintenant un peu conclure sur le garbage collection. Il est clair que beaucoup de langages modernes font du garbage collection. Hein. La plupart des langages populaires industriels, Java, Python, Erlang, Oz, Haskell, Scheme, you name it, hein, beaucoup de langages font du garbage collection. Avant, c'est-à-dire il y a 20 ans ou plus, les gens avaient une hésitation de faire le garbage collection parce qu'il y avait une idée que c'était coûteux en performance à cause de l'algorithme qui prenait du temps. Mais actuellement, ce n'est plus un problème. On comprend bien comment faire un algorithme de garbage collection. Et pour beaucoup d'applications, on ne se rend même pas compte. De temps en temps, quand il y a une partie de l'application qui est critique en temps, il faut penser un peu au garbage collect. Par exemple, si on a un bout du programme qui est très critique, il suffit de faire déclencher le garbage collect juste avant cette partie. Et on donne au programmeur certaines manivelles de contrôle sur le garbage collect pour ajuster son exécution et en général ça suffit. Il y a quelques langages de bas niveau qui n'utilisent pas le garbage collection, l'assembleur, parce qu'on programme directement les instructions du processeur, et des langages comme C et C++ qui pour moi sont des fines couches sur le processeur. Un langage comme C, c'est juste une notation courte pour un assembleur. Pour moi, c'est presque comme un assembleur. On gère quasiment des instructions du processeur. Et ce langage, en principe, n'a pas de garbage collect. Et pour certaines tâches de bas niveau, device drivers, les pilotes, hein, le petit gestionnaire du disque ou de la puce qui fait la connexion réseau, là, chaque instruction compte. C'est une question de nanosecondes et on ne peut pas se permettre de faire un délai. Et donc, toute la mémoire est gérée manuellement
et les mots sont comptés. C'est aussi le noyau d'un système d'exploitation, le kernel. Toute la mémoire est gérée manuellement dans ce genre de logiciel parce que c'est un logiciel critique. Donc, en général, il n'y a pas de garbage collection là-dedans. Mais, ceci dit, on peut trouver des garbage collect pour C et C++. On appelle ça conservative garbage collect parce qu'en C et C++, on peut faire du casting, on peut changer le type de données. Et donc, le garbage collector, il ne comprend pas ça. Et donc, il peut se tromper parce qu'on peut coder des choses, des pointeurs dans d'autres types. Donc ça, c'est très problématique. Et donc, pour ça, il y a quand même des garbage collectors qui essayent d'être conservateurs, de ne pas faire des décisions douteuses pour quand même aider la gestion de mémoire. Donc, ça existe. OK, je vais juste dire un dernier mot sur un autre concept. On avait parlé de mémoire active. C'est la mémoire qui est utilisée par un programme, dont le programme a besoin à un instant donné. Mais il y a un autre chiffre qui est important. C'est un important chiffre, c'est la consommation de mémoire, memory consumption. C'est le nombre de mots alloués par seconde. Est-ce que l'algorithme va allouer beaucoup de mots? La plupart des mots peuvent être du garbage, ne peut être des mots dont on n'a pas besoin souvent, mais on peut en allouer beaucoup. Et je vous donne deux exemples pour faire une différence. Il faut comprendre la différence entre ces deux chiffres. En général, le active memory, c'est important pour savoir la taille de mémoire qu'on doit acheter dans un ordinateur, mais la consommation de mémoire, c'est aussi important parce que ça donne la charge de travail pour la gestion, pour le garbage collect. Donc, je vous donne deux exemples. D'abord, un in-memory database, une base de données stockée dans la mémoire. Bien, une base de données, ça peut être une énorme quantité de données. Hein? Tout stocké en mémoire, ça prend beaucoup de mémoire. Par contre, pour faire une requête, hein, un query, le calcul nécessaire pour faire une requête peut être petit et peut demander un nombre petit de mots. Donc, il y a une grande mémoire active, mais une petite consommation de mémoire. OK, ça c'est un exemple. Et un autre exemple inverse, une simulation des molécules dans une boîte. Hein. On fait une simulation mécanique, statistique, thermodynamique. On a des molécules qui bougent, qui se cognent, et on simule ça. Simulation. Ça, c'est un programme qui a une grande consommation. Chaque position de chaque particule doit être recalculée à chaque pas du temps. Peut-être qu'on a 1 million de particules et on est en train de le recalculer le plus vite possible. Et ça peut être un calcul complexe si on prend en compte toutes les interactions entre les particules. Donc, il y a une énorme création, nécessité, besoin en mots pour faire ce calcul. Par contre, la mémoire active est toute petite. Parce que la mémoire active, c'est quoi? C'est la position et les vitesses des particules. C'est juste un vecteur de quelques millions d'éléments, c'est tout. Donc, ce n'est pas beaucoup, c'est quelques mégaoctets. Mais la consommation est très, très grande. Vous voyez que ce sont deux applications qui sont un peu inverses dans leurs besoins. Et petite dernière intuition, pour comprendre votre taille active, vous, en tant qu'être humain, c'est votre poids. Votre consommation, c'est le nombre de kilos de nourriture que vous mangez par jour. C'est clair que si vous mangez 2 kilos par jour, vous n'allez pas peser 200 kilos après 100 jours. Okay? Donc ça, c'est pour terminer les discussions du Garbage Collect. Je vais repasser dans le chat s'il y a quelques dernières questions sur le Garbage Collect. Donc voilà pour le Garbage Collect. Comment combattre les memory leaks? Oui, c'est ça. Kiriko, il combat les memory leaks en faisant
comment dire, en tuant le monstre qui boit de l'eau. Ok, merci beaucoup pour ça. Hein? Vous pouvez m'envoyer les images, c'est marrant. Je vais continuer maintenant. Donc, je passe maintenant à la partie suivante. Sur le Deterministic Data Flow with Ports. Donc, on va maintenant, on a maintenant parlé de Message Passing. On a Deterministic Data Flow, on a ajouté des ports, on a fait des Port Objects qui s'envoient des messages. Ok, ça c'est un paradigme qu'on a vu. Mais on peut faire un autre paradigme et je vous explique. Donc d'abord, écrire des programmes concurrents n'est pas facile. Vous avez compris. Par contre, Deterministic Data Flow, le Data Flow déterministe, c'est un paradigme facile. C'est tellement facile que j'appelle ça concurrence pour les nuls, concurrency for dummies. La question, est-ce que la facilité de Deterministic Data Flow peut nous aider pour d'autres programmes? Donc, ce que nous allons faire, on va suivre cette idée. On va commencer par Deterministic Data Flow. Donc, la plus grande partie de notre programme sera écrite en Data Flow déterministe et on va ajouter des ports quand on en a besoin pour exprimer le non-déterminisme, mais pas toujours au plus petit nombre possible, as few as possible. Vous voyez que c'est assez différent de message passing. Dans le message passing, on crée des port objects qui communiquent entre eux. Donc le nombre de ports est multiplié. On peut avoir beaucoup de port objects et chaque port object est un point non déterministe. On peut avoir plusieurs messages qui rentrent dedans de plusieurs origines. Donc c'est un paradigme différent. Donc pour moi, le meilleur paradigme de programmation concurrente, c'est le Deterministic Data Flow avec ports, with ports, où on ajoute le plus petit nombre de ports possible. Le client-serveur, par exemple, on a besoin d'un seul port, même s'il y a des millions de lignes de code. Donc maintenant, je vais vous expliquer ça et je vais vous donner des exemples de cette approche. Et pour moi, c'est le meilleur paradigme que je connaisse et que des collègues à moi comme Saif Hariri connaissent. Probablement, peut-être dans quelques années, on trouve des paradigmes encore mieux. Mais pour l'instant, si vous avez le choix totalement libre, c'est le paradigme qu'il faut choisir. Point. Les autres sont tous plus difficiles, y compris le message passing. Même si message passing, ça reste un paradigme bien, le Deterministic Data Flow with Ports, c'est encore mieux. Et je vais vous donner quelques exemples de programmes qui font des choses sophistiquées et qui utilisent cette approche. Donc, on va vous donner quelques exemples. Le premier exemple s'appelle composition concurrente. Et je vais vous expliquer ça. C'est expliqué dans le livre, section 443. Donc, je commence par vous remontrer l'instruction thread end qui va créer un thread. On a deux threads ici, S1 et S2. Et le thread original, il continue. Ça, c'est intéressant. Parfois, on a besoin de quelque chose un peu différent. Parfois, les nouveaux threads sont subordonnés au thread original. Le thread original peut attendre jusqu'à les deux autres aient terminé. Ça, c'est une opération qui a un nom, qui est connu. Il s'appelle concurrent composition, la composition concurrente. Ici, on a une notation, on fait S1. En général, on utilise un symbole parallèle avec deux lignes en parallèle, comme ça. S1, S2, en composition concurrente. Ça veut dire qu'on va créer deux threads pour S1 et pour S2. Et avant d'exécuter S3, on attend que les deux threads se terminent. Donc, il y a une synchronisation là. Le thread original ne s'exécute quand les deux autres threads se terminent. Ça, c'est la composition concurrente. Donc, on veut essayer d'implémenter ça. Pour implémenter ça, voici une implémentation qu'on peut faire avec des variables data flow. En fait, c'est
pas très compliqué. Ici, on a S1 dans un thread S2. On va utiliser deux variables, x1, x2. Et quand thread S1 est terminé, on va lier x1, S2 terminé, on va lier x2. Et dans le thread original, on attend que x1 et x2 soient liés. Tout simple. Là, vous voyez très bien ce qui se passe. On a des deux threads et le thread original attend que les deux autres aient terminé. Et l'ordre de ces deux wait n'a aucune importance parce que de toute façon, on doit attendre les deux. Donc, il n'y a aucun non-déterminisme là. C'est complètement déterministe comme opération. OK? Donc, ça, c'est l'idée. On peut faire une abstraction générale avec n instructions au lieu de 2. Et si on veut définir ça comme abstraction dans le langage, l'instruction S1, on va la définir comme une procédure à 0 argument. Donc on peut donc créer une abstraction en OS qui permet de faire exactement ça. La seule différence, c'est que c'est la syntaxe, mais la sémantique sera exactement la composition concurrente. Et on peut définir une procédure. Je vais l'appeler barrière. Parce qu'il y a un autre nom à cette opération, ça s'appelle Barrier Synchronization, la synchronisation de barrières. PS est une liste d'instructions, donc une liste de procédures à 0 argument. Et en fait, barrière n'a que deux instructions. Il y a une première instruction qui est un map, qui va prendre chaque procédure, P, qui va l'exécuter dans un thread ici, avec... dans le thread et va créer une nouvelle variable x, il renvoie le x. Vous voyez que le map ici, il est très puissant. Il prend n procédures, il crée n threads qui exécutent les n procédures, il renvoie une liste de n variables de synchronisation. Donc, le map ici, on l'utilise de façon assez sophistiquée. Et après, on va utiliser un for all, for x in xs, wait x. On va simplement attendre que tous les threads soient terminés. Notez que la barrière est totalement déterministe. Il n'y a aucun non-déterminisme ici. D'ailleurs, on n'a pas de port. C'est un programme qui est totalement écrit en dataflow déterministe. Vous voyez que ça reste un paradigme assez sophistiqué quand même quand on l'utilise avec le higher order. OK. Maintenant, je vais vous donner un petit exemple de son exécution. Voici une exécution de barrière. Mais je vais peut-être coder une barrière devant vous. Comme ça, on va montrer. Et je vais vous demander... D'abord, est-ce que vous avez des questions? Donc... vous avez des questions? Il reste une dernière question de Garbage Collection. Comment combattre le memory leak en général? Ça, c'est encore une question sur Garbage Collect. Le memory leak, c'est quand on a une référence à une donnée, mais la donnée est inactive, mais on ne le récupère pas. Mais en principe, le Garbage Collect, il va, s'il est correctement implémenté, il va trouver ça. Il ne garderait pas de memory leak. Et donc, la question se pose à un autre niveau. Supposons donc que le garbage collector est correct. Alors, la question, c'est que le programmeur, peut-être qu'il garde trop de données. Peut-être qu'il garde trop de données qui sont atteignables. Même de données dont il n'aura plus besoin. Et le garbage collector, il ne peut pas lire les pensées du programmeur. Donc si, par exemple, si tu crées un port, si tu fais P égale new port S, et on garde une référence à S, et on garde une référence à S atteignable, mais S, c'est... Quand on crée le port, c'est le début du flow. Donc, si on garde la référence à S et sur la pile quelque part, eh bien, on va garder tout le flow jusqu'à la fin du temps.
ou l'arrêt du système. Et donc, il y aura en fait une fuite mémoire. Donc, la solution, c'est mettre S à l'intérieur local. Hein? Donc, la solution, c'est de faire attention de ne pas garder une référence à les débuts d'un flow. Et donc, ça, c'est un problème de fuite mémoire qui n'est pas lié au garbage collect. C'est un problème lié à la structure du programme. Okay? Et c'est un programme totalement général dans tous les langages, Java, Python, Oz. Donc, il faut faire très attention quand on a des structures qui grandissent, comme des flows ou d'autres types de structures, des graphes d'arborescence, est-ce qu'on a vraiment besoin de garder une référence à la racine de la structure qui continue à croître indéfiniment? C'est une très bonne question. Il faut faire très attention. Sinon, on crée une fuite mémoire qui ne peut pas être détectée par le garbage collect. OK? Pour garbage collect, ça va? Vous voyez que c'est un sujet très riche. Hein? Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur garbage collect. OK, je vais maintenant vous écrire un petit bout de code, quand même. J'aime bien écrire des petits bouts de code. Je vais faire du barrier synchronization. Donc, c'est une procédure barrière qui fait de la composition concurrente. Hein. Donc, barrier synchronization est un autre nom pour concurrent composition, avec une liste de procédures. Et je vais le faire donc, pour chaque procédure de 0 argument, on doit créer une variable. Donc, je vais faire un map ici. La map, il fait quelque chose pour chaque procédure. Il renvoie une liste de variables de synchronisation. Je vais faire comme ça. Donc, je l'écris à un petit bout. Et après, on va attendre que toutes les variables de synchronisation soient liées, que tout le thread soit terminé. Donc, il n'y a que l'intérieur du map qu'il faut écrire. Donc, on définit une variable de synchronisation, x. Je vais la faire comme ça. Et maintenant, on va écrire alors. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée un thread. On exécute P dans ce thread. Et à la fin de ce P, on lit X, end. Et comme c'est une fonction, on renvoie X. Donc, vous voyez le code pour le map. Vous voyez que c'est une fonction assez sophistiquée quand même. Hein? On utilise la concurrence et le déterminisme, dataflow déterministe ensemble. Donc, je vais définir ça. Voilà. Je peux faire un exemple de ça. Delay 1000, browse A. Si je fais browse X devant, entre le X et le A, il va passer 1 seconde, normalement. Donc, j'exécute ça. Vois X et le A qui arrive après. Maintenant, pour voir si vous avez tout compris, je vais maintenant faire quelque chose de plus sophistiqué. On peut faire bien sûr des appels récursifs de barrières. Browse A. Browse B. Un delay. Vous voyez le genre de choses qu'on peut faire. Et un dernier truc.
ça. Bon, voilà, et browse H à la fin. Donc voici, on a un petit appel à barrière avec des appels récursifs. Et la question, c'est qu'est-ce qui va être affiché? La sémantique du délai, c'est qu'on garantit que l'ordonnanceur va attendre au moins le nombre de millisecondes dans le délai, au moins. On ne peut pas garantir exactement, mais comme ce sont des threads simples, on peut supposer que ce ne sera pas beaucoup plus grand. Donc ici, on attend 100 millisecondes. Donc après 110, il y aura A. Après 150, il y aura B. Après 200, il y aura C. D, ce sera après A, B et C. Synchronisation barrière. E, ce sera après 150. Et le B aussi. Lequel des deux sera exécuté en premier? Eh bien, ça, il faut comprendre un peu comment marche le scheduler, si on veut faire une prédiction de ça. Le scheduler qui fait un round robin. F, c'est 180 et C, c'est 200. Donc, en principe, le F devient un point avant C. Donc, j'exécute ça. Et c'est donc A, E, B, F, G, C, D, H. Bah, vous allez me dire si c'est bon ou pas. Hein? OK, pour l'exécution de barrière. Vous voyez, ça c'est donc un exemple d'une abstraction concurrente qu'on peut faire en data flow déterministe. On n'a même pas besoin de port. Il y a une question. Oh my god, c'est tellement mieux que la façon de procéder en Java. J'ai une implémentation ici. Donc, il y a une implémentation. Attends, je clique dessus. Cyclic Barrier. Ah oui, OK. Attends, Bax, où est la barrière? Ah, c'est dans le cours OPL 1402. OK. Je ne vois pas la spécification, mais je présume que c'est un programme qui fait de la synchronisation barrière. Ben, c'est un peu compliqué. Hein? Bon, je pense qu'on peut faire plus simple en Java. Hein? OK. Donc, je vais maintenant continuer le transparent. On a donc barrier synchronization. Donc, on a ça. D'ailleurs, c'est une implémentation pratique et efficace. Hein? Il y a beaucoup de langages maintenant qui ont un concept qui correspond aux data flow variables. On appelle ça typiquement futures et, ou promises. Et donc, c'est un code totalement efficace ici. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. Hein? D'ailleurs, en général, je vous donne du code efficace et pratique. Et si votre langage permet d'introduire des nouvelles syntaxes, il y a des langages qui permettent ça, alors on peut introduire une instruction, concurrent composition par exemple, et on met de la syntaxe directement, et en fait on peut le traduire à l'intérieur du compilateur par un appel à barrière. Donc il y a des langages qui permettent des extensions de ce type-là. Mais maintenant, on va aller à la vitesse supérieure. Hein. La concurrent composition, le problème, c'était... on connaît le nombre de instructions en avance. Hein. Le number of threads, on les connaît avant l'exécution. La liste, le nombre d'instructions est connu. Alors, on va essayer d'aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe si on ne connaît pas le nombre de threads en avance? Qu'est-ce qui se passe si elle peut créer de nouveaux threads dynamiquement pendant l'exécution? Par exemple, on crée un thread, à l'intérieur, on peut créer un autre thread, à l'intérieur de ce thread, on peut créer des threads. Ça dépend de l'exécution. Donc, pendant une grande exécution, on peut créer une énorme arborescence de threads. Et l'idée, c'est de se synchroniser à la terminaison de tous les threads créés. Vous voyez,
la complexité de cette abstraction. C'est une abstraction qu'on ne peut pas écrire en Dataflow déterministe parce que l'abstraction est elle-même non déterministe. L'ordre de création des threads n'est pas connu. Dans la Barrier Synchronization, la liste des procédures P était connue en avance, une complète. Ici, on ne sait pas les threads et on ne connaît pas l'ordre des threads. Ça peut dépendre de plein de choses dans le scheduler. Bon, alors, on va donc le définir et on aura besoin d'un port. Donc, ce sera une application presque en Dataflow déterministe, mais avec un seul port. Donc, c'est très intéressant qu'on a besoin d'un seul port, contrairement au message passing, où chaque port object contient un port. Ici, l'abstraction est majoritairement Dataflow déterministe, qui est de loin la meilleure façon, concurrence pour les nuls, et il y a juste un seul port qui fait une chose non déterministe. OK. Donc, voici l'abstraction. On va d'abord spécifier l'abstraction. Donc, l'idée, c'est très simple. On a un thread principal et tous les autres sont des threads subordonnés et le thread principal va attendre à la terminaison de tous les threads subordonnés. Alors, à quoi ressemble l'abstraction? Voici une façon de le définir. On a une procédure new thread et on donne une instruction, une instruction en higher order à cette procédure. Et il y a une sortie là. Ça, c'est un output. Il renvoie une autre procédure qui s'appelle subthread. Et quand on appelle subthread avec une procédure, on va créer un thread subordonné. Donc l'idée, c'est que newThread va créer un calcul dans le thread principal avec l'instruction S et il va sortir la procédure subthread. Et newThread va terminer que après la terminaison de tous les subthreads. Et pour créer un subthread, un thread subordonné, on appelle subthread. Et bien sûr, ces appels peuvent être récursifs. Donc, à l'intérieur de S, on a ici le S ici. On peut appeler subthread et ainsi de suite, aussi profond qu'on veut. Donc, l'arborescence des threads peut être arbitrairement profonde. Voyez, c'est une abstraction intéressante. Hein? Alors, comment est-ce qu'on va programmer ce machin-là, hein, qui a l'air assez compliqué? Eh bien, avec un seul port, c'est pas aussi compliqué que ça. Voici l'algorithme que nous allons utiliser. L'idée, c'est qu'on va compter le nombre de threads actifs à tout instant. Et donc, on va avoir un seul port. Quand un thread est créé quelque part, il va envoyer un message au port et le flow du port va contenir des +1 et des -1. Et donc, quand on crée un thread, ici par exemple, on crée un thread, on va envoyer +1. Et quand un thread se termine, on envoie un -1. Ici, on crée un autre thread, on envoie +1. Ensuite, se termine, on envoie -1. Ici, on crée un thread. Donc, chaque fois qu'on crée un thread, on envoie +1. Et quand un thread se termine, on envoie -1. Donc, ça, c'est l'idée générale. Attention, ça reste un peu tricky, un peu difficile, parce qu'il faut être très sûr qu'on envoie le plus et les -1 exactement au bon moment, avant ou après la création de nouveaux threads. Parce que, bien sûr, le scheduler va essayer de nous rendre la vie difficile. Donc, si on fait ça bien, on va supposer qu'on va bien le faire, alors on garde une somme running total, donc une somme continue sur le flow. Quand cette somme devient 0, alors tous les threads sont terminés. Ici, en rouge, on voit la somme 1, 2, 1, 2 de nouveau, 1, 2,
1, 0, c'est fini. Et quand la somme est 0, on est sûr qu'il n'y aura plus d'autres threads qui vont créer des threads si on envoie les plus et les moins 1 au bon moment. Ok? Vous voyez comment ça marche? Donc voici le code. C'est tout. Vous voyez cette abstraction qui avait l'air extrêmement difficile et impressionnante quand je l'ai expliqué. En fait, son implémentation est très facile. Mais attention, il faut prouver que c'est correct parce que c'est un programme concurrent. Hein. Ici, on a la procédure newThread qui prend P et qui sort comme output subthread. Donc, la procédure subthread est donc créée à l'intérieur ici. Et on crée un port ici. Hein. Je vais l'appeler PT pour pas de confusion avec P. Donc, le nouveau port. Comment on fait dans subthread? On va créer un thread subordonné. On va exécuter P dedans. Avant la création du thread, on va envoyer +1. Et à l'intérieur du thread, après l'exécution de P, on va envoyer -1. Ici, on doit avoir un appel principal de subthread parce que il faut une synchronisation sur le thread original. Et après, on a une procédure qui est assez facile à implémenter, qui s'appelle zeroExit, qui calcule la somme au fur et à mesure de l'extension de S et qui sort quand la somme est 0. Okay? Donc ça, c'est la définition de newThread. C'est tout. Il y a quelques lignes pour zeroExit. Alors, vous voyez comment ça marche ici. Je fais un send, je crée un thread, je fais un send, et après le thread se termine. Supposons que je change légèrement la définition. Supposons que je fais le +1 à l'intérieur du nouveau thread. Et je fais P, après je fais -1. Eh bien, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est correct? Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est correct ou pas? Hein? J'écris un petit code ici. Hein? Je vous dis que c'est correct. Mais est-ce que vous me croyez? Ici, je fais une variation. Je vous demande, est-ce que c'est correct? Comment vous allez répondre? En fait, le deuxième est buggé. Mais le premier, il est correct. OK? Le deuxième est buggé. Ça, c'est buggé, hein, avec le send à l'intérieur. Par contre, si on met le send à l'extérieur, c'est correct. Comment est-ce qu'on va démontrer ça? Il faut une preuve qui marche pour toutes les exécutions d'un programme concurrent avec un nombre arbitraire de threads et le scheduler qui fait ce qu'il veut. Ça n'a pas l'air simple, n'est-ce pas? Bien, je vais vous donner une preuve. Hein? On va voir si vous êtes convaincus. Et une preuve qui est basée sur la notion d'un invariant. Une assertion invariante. Je sais que la plupart d'entre vous ne croient pas que les invariants sont utiles en pratique. Quand le prof dans un cours dit « voici un invariant », vous faites comme ça « oui, oui », mais dans vous-même, vous croyez, vous dites « on n'a jamais besoin de ce machin ». Bien, je vous défie de prouver que ce truc est correct sans invariant. Ok? On commence à arriver à un point où on a besoin d'un outil de ce type pour prouver quelque chose. Ok, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment et je vous donnerai la preuve la semaine prochaine. Eh bien, la preuve est toujours sur les slides, bien sûr, vous pouvez regarder ça, mais vous pouvez méditer l'importance des invariants. Ok, donc je pense qu'on est arrivé à 16 heures. Donc merci pour être venus aussi nombreux à ce cours. Et ah oui, vous êtes pas mal nombreux, c'est bien. Et donc je vais maintenant arrêter les cours et j'espère que c'était intéressant. Vous avez compris maintenant le garbage collect et vous commencez à comprendre la meilleure façon de faire des programmes concurrents. Et je vais donc continuer ça la semaine prochaine. Mais je vais aussi faire une introduction à Erlang
Et dans le tout dernier cours de l'année, on va parler de la programmation répartie en Erlang. Et ça, vous allez voir que c'est très très facile en Erlang de faire ça. Vous voyez que quelque part, la philosophie Erlang, dans la brièveté des programmes, ressemble un peu à Oz pour ce type-là. Dans les message passing, Erlang est presque un langage sans pair. Donc ça, on va aller voir ça. En plus, avec une grande utilisation industrielle. Donc c'est un grand succès. Donc nous allons donc voir ça la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc si vous avez encore des questions, moi je resterai encore un peu, mais le cours est maintenant terminé et vous avez le droit de partir si vous voulez.